Au cours de cette démonstration, 4 principales tâches de finition intérieure d'une résidence vous seront présentées. Vous verrez comment procéder à l'installation d'une fenêtre, d'une porte, de plinthes et de moulures couronnées. Notez que les tâches sont toutes réalisées dans le contexte d'un atelier plutôt que sur un chantier. Les fenêtres sont de plus en plus souvent livrées sur les chantiers dans un cadre intégré qu'on nomme soufflage. Ce cadre est fait de bois, de PVC ou autre. Il arrive cependant qu'on doive combler l'espace entre la fenêtre et la face intérieure du mur de panneaux de gypse. Il faut alors fabriquer et installer le soufflage sur place. Dans cet exemple, le soufflage devra s'insérer dans une rainure intégrée à la fenêtre, comme c'est souvent le cas avec les fenêtres faites en PVC. Pour commencer, on mesure, aux 4 coins de la fenêtre, l'épaisseur comprise entre la rainure et le panneau de finition intérieure. Cette mesure est ici de 2 pouces 3/4. On mesure ensuite la largeur de la rainure, ici de 33 pouces et 1/4. À cette mesure, il faut ajouter l'épaisseur des 2 traverses de 3/4 de pouce, soit 1 pouce et demi au total, ce qui donne 33 pouces et 3/4. Cette mesure correspond à la longueur des traverses 1 et 2, c'est-à-dire les planches qui serviront de soufflage supérieur et inférieur à la fenêtre. Puis, on mesure la hauteur intérieure de la rainure afin de déterminer la longueur des 2 traverses latérales. Dans cet exemple, les traverses seront de 36 pouces et 5/8. D'abord, on ajuste le banc de scie. Puis, à l'aide d'un poussoir, on refend 4 planches de 2 pouces 3/4 de largeur. On marque les traverses supérieures et inférieures de 34 pouces 3/4, soit 33 pouces et 1/4 pour la rainure intérieure, plus 1 pouce et demi pour l'épaisseur des traverses. On trace ensuite la ligne de coupe à l'aide d'une équerre. On marque les traverses latérales à 36 pouces et 5/8. Puis, de nouveau, on trace la ligne de coupe à l'aide d'une équerre. On ajuste la scie à onglet à 90 degrés, puis on coupe les 4 pièces. On commence l'assemblage en collant les traverses supérieures et inférieures sur les extrémités des traverses latérales. Puis, on les cloue à l'aide d'une cloueuse pneumatique. Il est aussi possible de fixer l'assemblage avec des clous vrillés de 2 pouces et quart. En terminant, on chanfreine légèrement le bord extérieur du cadre pour en faciliter l'insertion dans la rainure. Le soufflage est maintenant assemblé. On insère les soufflages dans la rainure. À l'aide d'un marteau, on enfonce délicatement les 4 coins du soufflage. Il faut s'assurer que le soufflage affleure parfaitement la finition du mur. On applique de l'uréthane tout autour du soufflage pour en assurer l'isolation. À l'aide d'une équerre, on vérifie l'insertion du soufflage par rapport au mur. On peut aussi raboter le champ des traverses vers l'extérieur afin de donner un angle au soufflage et ainsi d'assurer un meilleur appui pour les moulures. Les moulures forment un cadre de bois posé sur le soufflage tout autour de la fenêtre. Elles solidifient la fenêtre et en améliorent l'esthétique. On prend la mesure de la moulure supérieure entre les 2 traverses latérales. Il faut ajouter 1/4 de pouce à cette mesure pour obtenir une jouée de 1/8 de pouce de chaque côté. Dans cet exemple, la mesure obtenue est de 33 pouces et demi. On marque la moulure en indiquant la direction de l'angle. On ajuste la scie à onglet à 45 degrés vers la gauche, puis on coupe une extrémité de la moulure vers l'extérieur. Pour réaliser la coupe de l'autre extrémité, on ajuste la scie à onglet à 45 degrés vers la droite, puis on scie vers l'extérieur. Le côté le plus court de la moulure pointera vers la fenêtre. On peut marquer la jouée tout autour du soufflage. Finalement,
On cloue la moulure sur le soufflage en conservant la jouée de 1/8 de pouce sur toute la longueur et aux extrémités sur les traverses. On mesure les moulures de côté à partir du dessous de la traverse supérieure jusqu'au dessus de la traverse inférieure, ce qui donne ici 36 pouces et 7/8. À cette mesure, on ajoute une marge de 1/8 de pouce. On obtient alors 37 pouces. On marque les moulures. Pour couper la moulure de gauche, on ajuste la scie à onglet à 45 degrés vers la gauche, puis on coupe l'extrémité supérieure de la moulure. Pour la moulure de droite, on ajuste la scie à onglet à 45 degrés vers la droite, puis on coupe l'extrémité supérieure de la moulure. Afin d'assurer une meilleure fixation des moulures, on en colle d'abord les angles. On cloue ensuite les moulures sur les traverses en conservant la jouée. Il faut clouer, en alternance et de façon esthétique, le bord interne et le bord externe des moulures. On procède de la même façon pour l'autre moulure. On mesure la moulure inférieure à partir des bords extérieurs des moulures de côté. À cette mesure, on ajoute 1/2 pouce afin que la moulure inférieure excède de chaque côté du cadre de la fenêtre de 1/4 de pouce, ce qui donne ici 38 pouces 3/8. Notez que cet excédent peut varier selon le goût du client. On mesure et on marque la moulure. On ajuste la scie à onglet à 15 degrés vers la droite, puis on coupe l'extrémité gauche de la moulure. On ajuste ensuite la scie à onglet à 15 degrés vers la gauche, puis on coupe l'extrémité droite de la moulure. Finalement, on cloue la moulure sur la partie inférieure du soufflage en conservant la jouée sur toute la longueur. De chaque côté, on laisse dépasser la moulure d'un excédent de 1/4 de pouce des traverses. On sable les arêtes du soufflage et les joints des moulures. Un soufflage à plat joint est un cadre, fait de bois ou d'un autre matériau, qui est installé directement sur le bâti de la fenêtre. Les étapes de fabrication d'un soufflage à plat joint sont les mêmes que celles d'un soufflage intégré dans une rainure. Cependant, pour fixer un soufflage à plat joint en bois sur un bâti de fenêtre, on doit percer le champ du soufflage, enduire de colle tout le bord interne du cadre, fixer le cadre dans l'ouverture de la fenêtre, puis le visser directement dans le bâti de la fenêtre. La technique de la pose des moulures est la même que celle employée pour réaliser un soufflage dans une rainure intégrée. Dans cet exemple, on installera une porte résidentielle standard de 30 pouces sur 80 pouces dans une ouverture brute de 32 pouces et demi sur 82 pouces et demi qui se trouve dans un mur de 4 pouces et demi d'épaisseur dont la finition est faite de panneaux de gypse. Pour déterminer la mesure des jambages, on additionne la hauteur de la porte, 1 pouce pour le bas de la porte, 1/16 de pouce pour la jouée entre la porte et le bâti, et 3/4 de pouce pour le mi-bois. Ici, la mesure obtenue est de 81 pouces 13/16. On mesure une pièce en pin à cette longueur. On y trace les mesures de la porte, de la jouée et du mi-bois. On reporte la ligne de coupe sur l'autre planche, puis on effectue la coupe. À l'extrémité des jambages, on trace un mi-bois de 3/4 de pouce qui recevra la traverse supérieure.
On coupe le mi-bois avec la scie onglet. On effectue la finition à l'aide d'une toupie munie d'un couteau. On détermine la mesure de la traverse supérieure de la porte en additionnant à la largeur de la porte 3/4 de pouce pour les demi-bois et une jouée qui inclut une marge de 1/8 de pouce pour le côté de la poignée et une marge de 1/16 de pouce pour les côtés des charnières. La traverse supérieure mesurera donc 30 pouces 15/16. On coupe une pièce en pin de cette longueur. On vérifie le champ de la porte. Sur la partie gauche de la porte, on marque l'emplacement des charnières à 10 pouces du bas et à 9 pouces du haut. Il faut aussi en tracer la largeur, la longueur et la profondeur. Sur le jambage de gauche, on marque ensuite les charnières à 9 pouces et 1/8 du haut et à 11 pouces du bas. Il faut aussi en tracer la largeur, la longueur et la profondeur. On coupe le contour de la charnière à l'aide d'un couteau à lame rétractable. On fait de même sur la porte. On creuse le pourtour avec un ciseau à bois. À l'aide d'une toupie munie d'un couteau droit, on creuse l'emplacement des charnières sur le jambage et sur la porte. On nettoie le contour et, au besoin, on fait un ajustement. On creuse la porte de la même façon, puis on nettoie les cavités à l'aide du ciseau à bois. Pour assembler le bâti, on perce le mi-bois, on le colle et on le visse dans les traverses. On installe ensuite une partie des charnières sur le jambage et l'autre sur la porte. Ensuite, on positionne la porte dans le bâti et on insère les gonds dans les charnières. On cloue temporairement la porte sur le côté du bâti. Notez que le bâti doit demeurer bien ajusté. Il faut donc respecter la jouée sur tout le tour de la porte. Pour déterminer la mesure de la partie supérieure de l'encadrement de la porte, il faut ajouter 1/4 de pouce à la mesure de la traverse supérieure. D'abord, on coupe les extrémités d'une moulure à 45 degrés vers l'extérieur. On marque la moulure à la longueur voulue, puis on la coupe. Ensuite, on cloue la moulure sur la façade de la traverse supérieure. Pour réaliser les moulures de côté, on coupe une extrémité à un angle de 45 degrés. On ajuste l'angle sur le bâti. Lorsque l'angle est ajusté, on marque la longueur voulue sur l'autre extrémité et on trace une ligne de coupe à 90 degrés. On coupe les moulures. Pour chacune, une extrémité est coupée à 45 degrés vers l'extérieur des marques et l'autre à 90 degrés. On termine en clouant les moulures sur les côtés de la façade du bâti. On retire les clous temporairement insérés sur les côtés du bâti. On glisse ensuite le bâti dans l'ouverture de la porte. À l'aide d'un niveau de 48 pouces placé sur le côté de la porte, on positionne le bâti en ajustant la jouée entre la porte et la partie supérieure. On cloue la moulure du côté des charnières dans les montants afin de fixer temporairement l'encadrement. On vérifie encore une fois le niveau. Pour fixer le bâti de la porte, on cloue la moulure de haut en bas en ajustant la jouée. On fixe ensuite la moulure du côté de la poignée, toujours en ajustant le bâti.
On termine en clouant la moulure du dessus. On immobilise le cadre de la porte à l'aide de cales insérées entre le montant et la traverse. On visse le montant du côté des charnières. La traverse doit rester droite. On reprend l'opération sur le côté de la poignée. On cale le cadre de la porte et on le visse, cette fois en haut, en bas et à la hauteur de la gage. On coupe ensuite les cales de façon qu'elles ne dépassent pas le mur. Pour réaliser la fabrication et l'installation des moulures de ce côté de la porte, on reprend les mêmes étapes que celles employées pour les moulures de l'autre côté. On marque l'emplacement du centre de la poignée à 36 pouces du bas de la porte et à 2 pouces 3/4 ou à 2 pouces 3/8 du bord, selon le type de poignée. Un gabarit de traçage est toujours fourni dans l'emballage d'une poignée neuve. Il facilite le travail et évite les erreurs. Ici, on marque et on perce la poignée sans utiliser de gabarit. Sur le champ de la porte, on retrace la hauteur du centre de la poignée. On marque ensuite le centre en divisant l'épaisseur de la porte par 2. On perce l'emplacement de la poignée à l'aide d'un foret emporte-pièce de 1 pouce 3/4. Il est important de percer de part et d'autre de la porte afin d'éviter l'éclatement du matériau. On perce ensuite l'emplacement du pêne dormant sur le champ de la porte à l'aide d'un foret à 3 pointes de 1 pouce. On y insère le pêne dormant et la têtière. On marque le contour de la têtière. On retire ensuite la têtière et le pêne dormant. À l'aide d'un ciseau à bois, on en creuse le contour, puis on vide cette surface à l'aide d'une toupie. On effectue la finition avec un ciseau à bois. Ensuite, on réinstalle le pêne dormant et la têtière. On visse les pièces qui doivent être parfaitement ajustées sur le champ de la porte. Finalement, on installe et on visse la poignée. Sur le pêne dormant, on fait une marque au crayon feutre, puis on ferme la porte de façon à laisser une trace sur la traverse. Sur cette dernière, on marque ensuite le centre du pêne dormant. On place la gage sur la marque et on en trace le contour. À l'aide d'une mèche de 3/4 de pouce, on perce le centre de l'emplacement afin de permettre au pêne dormant de bien s'insérer dans la gage. On évite l'emplacement de la gage, d'abord en définissant les bords à l'aide d'un couteau à lame rétractable, puis en creusant le matériau à l'aide d'un ciseau à bois. On vérifie l'ajustement, puis on y visse la gage. Finalement, on vérifie si le mécanisme de la poignée fonctionne bien. Pour déterminer la longueur de la partie supérieure de l'arrêt de la porte, il faut mesurer la largeur du bâti intérieur. Ici, elle est de 30 pouces. Pour déterminer la longueur des côtés de l'arrêt de porte, on mesure un jambage, puis on en soustrait l'épaisseur de l'arrêt de porte supérieur. Ici, les côtés mesurent 80 pouces et 5/8. On coupe l'arrêt de porte. À l'intérieur du bâti de la porte, on cloue la partie supérieure de l'arrêt de porte. On fixe ensuite les côtés de l'arrêt de porte en appuyant fermement sur celui-ci et en s'assurant de camoufler les vis utilisées pour fixer les cales.
Il faut aussi s'assurer que la porte, une fois fermée, s'appuie correctement contre l'arrêt de porte afin d'éviter les mouvements causés par les courants d'air. Une finition en gueule de loup est un assemblage à contre-profil utilisé pour créer des coins intérieurs. D'abord, on prend la mesure du premier mur, ici de 110 pouces, et on marque la plainte. On ajuste la scie à onglet à 90 degrés, puis on coupe la pièce. Notez que la première plainte est toujours coupée à 90 degrés aux deux extrémités. Les autres seront coupées en gueule de loup. À l'aide de clous de finition, on fixe la plainte au premier mur. On prend la mesure du deuxième mur, puis on marque une plainte. On ajuste la scie à onglet à 45 degrés, puis on coupe l'extrémité de la plainte qui s'appuiera contre le premier mur. On coupe la plainte numéro 2 à la longueur désirée. À l'aide d'une scie à chantourner, on découpe la plainte en suivant le profil. Lors de la coupe, on donne à la scie un angle intérieur de 45 degrés. Il faut également garder un angle vers l'intérieur sur la lame de la scie afin d'amincir l'extrémité de la pièce. On place la plainte sur le deuxième mur en prenant soin de bien l'appuyer contre celle du premier mur. On cloue la plainte. On reprend les mêmes opérations pour installer les plaintes sur les autres murs. Une moulure couronnée, ou ogie, est un élément décoratif fixé à la jonction des murs et du plafond. Deux types de coupes sont couramment utilisés dans l'installation de moulures couronnées, la coupe à onglet de base et la coupe à onglet hybride. C'est le positionnement de la moulure sur la scie qui distingue ces deux types de coupes. La particularité de la coupe à onglet de base réside dans le positionnement en angle de la moulure sur la scie, c'est-à-dire le bas de la moulure appuyé contre le guide vers le haut. Lors de la coupe, seul l'onglet est ajusté. D'abord, il faut mesurer la longueur du premier mur à environ 1 à 2 pouces sous le plafond. Dans cet exemple, le mur mesure 99 pouces et 7/8. On ajuste l'onglet à 45 degrés vers la gauche pour couper le côté droit de la moulure du premier mur. On place le bas de la moulure contre le guide. Il faut appuyer fermement sur la moulure pour la maintenir en position. Il est important de s'assurer que la moulure est bien maintenue contre le guide. On coupe la moulure. On pose la moulure à plat à la jonction du mur et du plafond, son côté le plus long orienté vers le bas. On fixe la moulure à l'aide d'une cloueuse pneumatique. On procède de la même façon pour la deuxième moulure. D'abord, on prend la mesure du mur, on marque la mesure obtenue sur la moulure, puis on coupe la moulure à l'aide de la scie à onglet. Pour réaliser l'angle du côté gauche, on place la scie à gauche. On applique de la colle sur la coupe. On installe ensuite la moulure au mur en ajustant précisément l'angle des deux moulures. Enfin, on fixe la moulure. Au besoin, il est possible de rectifier l'ajustement du joint à l'aide d'un bloc de bois. La coupe à onglet hybride s'effectue en installant la moulure à plat sur la table de la scie. Cette coupe permet d'obtenir un ajustement parfait des moulures couronnées avec des angles de 45 sur 45 degrés ou de 52 sur 38 degrés. Pour ce faire, il faut ajuster le biseau et l'onglet selon les paramètres présentés dans un tableau pour scie à angle composé. On peut également utiliser un rapporteur d'angle électronique pour déterminer les angles de coupe. On prend la mesure du premier mur à environ 2 pouces sous le plafond,
ce qui correspond au bas de la moulure. On marque une première moulure à la longueur voulue. Cette mesure est ici de 48 pouces et 3/8. À l'aide d'un rapporteur d'angle électronique, on vérifie l'angle du mur. L'outil affichera automatiquement l'ajustement de l'onglet et du biseau de la scie. En appuyant sur le bouton, l'angle des murs de 90,8 degrés est affiché. On appuie une autre fois et on obtient l'angle de l'onglet sur la table de la scie, soit 34,8 degrés. On appuie une dernière fois et on obtient l'angle du biseau sur la table de la scie, soit 29,7 degrés. Pour réaliser la coupe à droite de la première moulure, on dépose celle-ci à plat sur la table, le haut appuyé contre le guide. On ajuste l'onglet à 34,8 degrés vers la droite et l'angle du biseau à 29,7 degrés vers la gauche. On coupe l'extrémité droite de la moulure. Pour réaliser la coupe à gauche, on place la moulure comme on l'a fait pour la coupe à droite, à plat sur la table, le haut appuyé contre le guide. On ajuste encore l'onglet à 34,8 degrés, mais cette fois vers la gauche. On ajuste encore l'angle du biseau à 29,7 degrés, mais vers la droite. On coupe l'extrémité gauche de la moulure. Avant de fixer la moulure, il faut s'assurer de son bon ajustement à la jonction du mur et du plafond. On la fixe ensuite sur le mur et le plafond à l'aide d'une cloueuse pneumatique. Pour réaliser la deuxième moulure, il faut d'abord mesurer la longueur du mur, du coin intérieur au coin extérieur. Cette mesure est ici de 28 pouces 3/16. On marque la moulure. Comme dans le cas de la coupe à droite de la première moulure, on dépose la moulure à plat sur la table, le haut appuyé contre le guide. On ajuste l'onglet à 34,8 degrés vers la droite et l'angle du biseau à 29,7 degrés vers la gauche. On coupe la moulure. Pour réaliser la coupe à gauche, on conserve le positionnement sur la table et le guide. On glisse la moulure sur la table pour conserver les ajustements et effectuer la coupe de l'angle extérieur. On colle l'extrémité. On installe la moulure au mur. Il est important d'ajuster parfaitement le joint intérieur. Finalement, on fixe la moulure à l'aide de clous. Pour la troisième et dernière moulure de cet exemple, on mesure d'abord le mur. Ici, sa longueur est de 44 pouces. On marque ensuite la moulure. Pour réaliser la coupe à droite du côté de l'angle extérieur, on ajuste l'onglet à 34,8 degrés vers la gauche et le biseau à 29,7 degrés vers la droite. On coupe la moulure. On colle l'extrémité de la moulure. Il faut la positionner soigneusement sur le coin extérieur, puis on la fixe à l'aide de clous. Les moulures sont maintenant installées. On peut dissimuler les raccords visibles et les clous à l'aide de calfeutre avant de peindre le tout.